Donc ça, c'est des prolongements de certaines cellules qui va communiquer avec différents neurones. Si je refais un plus gros, voilà, un autre axone. Le neurone fonctionne de façon électrique en bonne partie, neurotrophique, neurotoxique, carburant. Stade 1, le neurone arrête de fonctionner temporairement. Donc, il va supprimer les connexions. Stade 3, hop, ce qu'on veut éviter, eh bien, on va pouvoir renverser les stades 2 et les stades 1 pour pouvoir retrouver un fonctionnement neurologique normal. Docteur Dufournet, bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos qui étaient initialement réservées à mes patients, aux patients que je voyais notamment en téléconsultation. Elles leur sont toujours destinées, bien entendu. Toutefois, suite à certaines demandes, je les mets en ligne en public, donc accessible par tout le monde. Petit avertissement donc, avant de commencer cette vidéo fait donc partie des vidéos un peu techniques qui étaient initialement destinées à préparer une téléconsultation ou à faire suite pour un travail autonome avant et ou après la téléconsultation. Par ailleurs, outre le fait que ces vidéos soient assez techniques, elles sont aussi très spécifiques d'un sujet donné. On va parler maintenant des 3 stades de la neurodégénérescence. C'est très important de comprendre que la neurodégénérescence est un phénomène qui est dynamique, qui peut être irréversible dans le sens où une fois qu'un neurone est mort, ou une cellule gliale, mais je ne rentre pas dans le détail, une cellule cérébrale par exemple est morte, pour de bon, on ne peut pas la reconstruire comme ça. Néanmoins, il y a des cellules souches quand même dans le cerveau, dans certaines zones, notamment les hippocampes, mais qui ont une activité tellement faible par rapport aux cellules souches de l'intestin. On estime qu'en environ 7 jours, peut-être moins, on a renouvelé toute la muqueuse de notre intestin. C'est considérable, c'est énorme. Là, dans le cerveau, on en est très loin. Et donc, c'est pour ça qu'on a tendance à dire qu'une fois qu'une cellule est morte, elle a dégénéré, mais au sens définitif du terme, on ne peut pas revenir en arrière facilement. Voire pas du tout. En revanche, il y a des stades qui précèdent cette disparition, cette destruction du neurone, on va dire. Et donc, en fait, ça peut être classifié en 3 stades, plus un stade 0 qui est une cellule, on va dire, nerveuse qui fonctionne parfaitement normalement. Donc, on va voir ça c'est important. Et donc, ça va permettre de pouvoir avoir une idée, notamment sur l'IRM, avec le degré d'atrophie, de voir un petit peu la quantité subjective de stade 3, qui est le stade définitif, versus stade 1-2, sachant que tous les stades, bien sûr, vont entraîner en réalité les mêmes symptômes. Le symptôme n'est pas dépendant d'une cellule vivante ou morte, il est dépendant d'une cellule qui fonctionne normalement ou pas. Là, on va prendre l'exemple du neurone. Si on regarde le cerveau de côté, voilà. Donc si on imagine que par superposition, l'œil est ici, donc avec les nerfs optiques qui vont se croiser et qui vont aller se projeter à l'arrière du cerveau, dans cette zone-là, cortex occipital, eh bien, ce cerveau, il est fait en fait de différentes cellules nerveuses, des cellules nerveuses au sens strict qu'on appelle les neurones, qui ont souvent une forme un peu étoilée, comme ça, avec un noyau dans lequel il y a de l'ADN pour faire un certain nombre de protéines, et puis en fait, il y a tout un tas de détecteurs pour aller communiquer avec les cellules voisines. Et puis, un des prolongements est un très long prolongement qui va aller faire ce qu'on appelle un petit bouton synaptique, c'est-à-dire aller communiquer avec un autre neurone, et en l'occurrence, donc avec la partie récepteur de l'étoile. Et donc là, hop, voilà, comme des branches qui viennent recevoir le message nerveux, et hop, qui va à nouveau faire un axone avec le noyau, etc. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le neurone. Et ce neurone, il est entouré d'autres cellules qui peuvent permettre de faire une gaine, comme une gaine électrique tout autour, d'isolement en fait. Et cette gaine, alors je la symbolise comme ça, voilà, cette gaine qui permet d'isoler et de conférer des propriétés très intéressantes aux neurones, donc c'est fait par certaines autres cellules. Donc ça, c'est des prolongements de certaines cellules, cellules très différentes du neurone en lui-même. Voilà, qui ont aussi leur noyau, voilà, et qui vont s'enrouler comme ça, et le cholestérol de la membrane, donc qui est très riche en cholestérol, va venir isoler avec d'autres graisses, isoler ce neurone. Donc celui-là, bon, peu importe son nom, on l'appelle l'oligodendrocyte, et il est très connu dans la sclérose en plaques, parce que par exemple, c'est lui, à cause d'une inflammation, qui va dégénérer, ce qui va empêcher de bien faire fonctionner le signal nerveux, c'est-à-dire ce fil électrique, en quelque sorte, ne va pas fonctionner correctement. Et puis, troisième type de cellules, c'est les cellules qui vont protéger par rapport aux vaisseaux sanguins et qui vont servir d'intermédiaire. Donc si là je fais un capillaire, un vaisseau sanguin, voilà, eh bien ce qui est dans le sang ne va pas passer directement, il y a une espèce de barrière
qu'on appelle barrière hémato. Hémato, c'est le sang, encéphalique, le cerveau. Et donc, ça a lieu partout à l'intérieur de ce cerveau. Et donc, il s'agit de ce qu'on appelle un astrocyte, qui est une grosse cellule, donc avec un noyau, grosse cellule, qui va avoir de gros prolongements au niveau de la cellule, et notamment des prolongements qui vont aller au niveau du capillaire, voilà, et qui va assurer cette barrière et qui va aller communiquer avec le neurone et lui donner des nutriments qu'il a attrapés dans le sang, qui va communiquer avec différents neurones. Alors l'astrocyte est souvent en général de forme plutôt un peu triangulaire, bon peu importe, je ne rentre pas dans ce degré de détail, ce qui nous permet de différencier donc 3 cellules principales, et puis il y a d'autres cellules, je ne m'attarde pas, des cellules inflammatoires, qu'on appelle microgliales, donc qui sont des toutes petites cellules à côté qui ressemblent en fait aux macrophages, qui font partie du système immunitaire. Alors il y a 2 parties, inné et adaptatif. L'inné, c'est celui qui est directement sur les lieux. Bon voilà, c'est ce qu'on appelle du coup la microglie et qui a un rôle direct dans l'inflammation dont on parlait tout à l'heure, notamment avec l'oligodendrocyte ici. Mais voilà, donc 3 cellules principales. Et c'est vrai qu'on va parler principalement des neurones, mais il faut imaginer qu'il y a d'autres cellules qui sont tout aussi importantes. Donc voilà pour cette introduction aux différents protagonistes du fonctionnement cérébral. Si je refais en plus gros, voilà un neurone en forme un peu étoilée, et ça c'est le prolongement de son axone pour communiquer avec un autre neurone, donc notamment là en l'occurrence avec une petite extrémité. Alors je zoome cette partie-là, ici, et bien hop, on arrive dans ces extrémités-là de détection. Voilà, un autre axone. Donc, cette jonction synaptique, comme on l'appelle, donc en fait, c'est ce qui permet à 2 neurones qui sont proches les uns des autres de communiquer. Et donc, si on s'intéresse à ce premier neurone en haut, donc avec son ADN ici, qui va faire tout un tas de protéines, il y a différentes zones. Vous savez, la fameuse mitochondrie, très importante dans le fonctionnement du neurone, parce que c'est ce qui permet aussi de produire de l'énergie, entre autres. Voilà. Et donc là, ces petits poils ou ces branches que je fais, ce sont ce qu'on appelle les dendrites, qui en fait sont donc ces zones de réception du message. Et donc, le neurone fonctionne de façon électrique en bonne partie, notamment dans l'axone, et puis après là, il va sécréter des substances comme la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, qui vont activer le neurone suivant ou au contraire l'inhiber, qui lui permet donc lui de faire passer son message d'un neurone à celui-ci et celui-ci au voisin, sachant qu'un neurone est connecté à de très nombreux neurones, facilement 100, 1000, parfois peut-être plus, tout dépend des zones du cerveau. Voilà, donc voilà pour ça. Ça c'est le fonctionnement, on va dire, normal. Et la neurodégénérescence va commencer lorsque ce neurone ne va plus pouvoir fonctionner. Donc parce que, par exemple, à partir du sang, il n'a pas forcément le bon carburant, ou parce qu'il est attaqué, il y a un certain nombre de toxiques, et donc c'est tout ce que l'on appelle d'un côté neurotrophique, donc ce qui permet de développer les neurones et le cerveau en général, parce qu'il y a les autres cellules, versus neurotoxique. Et enfin, on peut le mettre à part, même s'il y a quand même un point commun, ce qu'on appelle le carburant, entre guillemets, c'est-à-dire la source d'énergie principale. Donc neurotrophique, neurotoxique, carburant, ces 3 aspects essentiels. Le carburant, vous vous souvenez, c'est soit le glucose, qui est le plus mauvais carburant pour le cerveau, contrairement à ce que certains pensent, soit les cétones, de l'alimentation cétogène ou du jeûne, qui eux sont de loin le meilleur carburant du cerveau. Voilà. Et ils ont un effet aussi un peu neurotrophique, mais bon, ça c'est autre chose. Donc neurotrophique, je répète, c'est ce qui permet au cerveau, comme un engrais sur une plante, de fonctionner, de le booster même, de booster son fonctionnement. Neurotoxique, c'est ce qui va bloquer, en tout cas ce qui va considérablement abîmer le fonctionnement cérébral, comme un peu de la corrosion. Et puis le carburant, un bon carburant qui permet de fonctionner très bien avec un petit peu de glucose, mais essentiellement des cétones. Voilà, donc ça c'est vraiment la base de la théorie, ce qu'on appelle la théorie métabolique, du fonctionnement du cerveau. C'est une théorie qui est très importante. C'est un modèle qui aujourd'hui explique beaucoup de choses qui n'ont pas pu être expliquées par des modèles plus simples antérieurs. En fait, celui-là n'est pas très compliqué. Cette neurodégénérescence se fait en 3 stades. Premier stade, stade 1. Le stade 1, c'est lorsque le neurone, si je prends l'exemple du neurone, mais c'est valable pour les autres cellules, ne peut plus fonctionner correctement
parce qu'il manque de facteurs neurotrophiques, hein, donc il n'y a plus assez de facteurs neurotrophiques, ou que les facteurs neurotoxiques auraient donc augmenté, hein, donc leur quantité augmente, ce qui fait que du coup le cerveau ne peut plus fonctionner correctement. Et enfin, s'il y a un carburant, un mauvais carburant qui est trop utilisé, trop longtemps en tout cas, et donc là, à ce moment-là, il va y avoir une insulinorésistance, une insulinotoxicité, une glucotoxicité, bref, c'est-à-dire toxicité de l'insuline qui est en lien avec le sucre, bien sûr, le glucose. Et ça, à ce moment-là, si j'ai des neurotoxiques, il y a notamment la mitochondrie qui ne va plus fonctionner correctement dans un premier temps, sans forcément que cette mitochondrie soit foutue, mais ça ne fonctionne plus très bien. Et là, à ce moment-là, le neurone se met en situation de survie. Donc ça, c'est le stade 1. Alors le stade 0, bien sûr, il n'y a pas de neurodégénérescence. Stade 1, le neurone arrête de fonctionner temporairement. Il ne change pas ses structures, il se met en pause, il se met en stand-by, exactement comme un écran d'ordinateur, par exemple, qu'on mettrait en stand-by. Voilà, il se met en veille. Donc là, il arrête de transmettre des messages, mais c'est tout à fait provisoire. Et dès qu'il aura à nouveau des cétones ou qu'il aura plus de facteurs neurotrophiques et moins de neurotoxiques, là, à ce moment-là, hop, ça repart. Donc ça, c'est un stade tout à fait réversible. Stade 2 de neurodégénérescence. Stade 2, là, c'est plus problématique déjà, mais c'est tout à fait réversible encore. La dysfonction de la mitochondrie est plus nette, il y a un gros problème d'énergie, et cette fois-ci, le neurone va détruire ses synapses. Donc, lui, il va garder son axone ici, parce que ça, c'est quelque chose qui est figé, qui est fait au moment du développement du cerveau. Par contre, celui d'après, par exemple, qui peut avoir donc les mêmes problèmes, eh bien, il va arrêter ces petites croissances, là, ce que j'appelais un peu les cheveux ou les branches de l'arbre. Donc là, il va supprimer ça. Mais il faut savoir que ces jonctions au niveau de la synapse ici, hein, donc qui vont être supprimées, ce sont des phénomènes qui sont dynamiques, qui sont fréquents. Donc ce n'est pas quelque chose de particulièrement inquiétant, parce que régulièrement, selon les messages que le neurone reçoit, si c'est des habitudes, des problèmes que l'on veut désapprendre, il va de toute façon supprimer de façon normale un certain nombre de synapses et au contraire en développer d'autres pour apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles choses. Dans le cadre par exemple de la rééducation neurologique, c'est très important. Voilà, donc il va supprimer les connexions, hein, on peut voir ça comme un pont en fait, pour faire communiquer deux maisons ou deux villages, eh bien, on va supprimer les ponts. Dans un premier temps, la maintenance des ponts, mais ce n'est pas très grave parce qu'on a la capacité de les refaire facilement. Ça, c'est le stade 2 de la neurodégénérescence. Et enfin, le stade 3 de la neurodégénérescence, c'est un stade, pour le coup, irréversible. Le stade 3, cette fois-ci, il y a un programme de mort cellulaire qui est enclenché, notamment en lien avec la mitochondrie qui ne fonctionne pas bien. Ce n'est pas parce qu'elle est barrée qu'il n'y en a plus. Et donc, elle va déclencher un programme de mort cellulaire. Hop. Donc, je symbolise par une croix ici. Alors, il n'y a pas que la mitochondrie qui le déclenche, mais elle joue un rôle essentiel dedans. Et ce qui, encore une fois, donne beaucoup d'importance à ce modèle métabolique du fonctionnement du cerveau, que ce soit pour les maladies neurologiques ou psychiatriques d'ailleurs. Et cette neurodégénérescence qui existe aussi tout à fait hein, dans les maladies psychiatriques, à commencer par l'autisme, et ce, dès l'enfance, eh bien, cette neurodégénérescence est enclenchée. Et donc, cette fois-ci, en gros, c'est le neurone qui meurt, littéralement. Et cette fois-ci, c'est donc terminé. On ne pourra pas le refaire, sauf dans certaines zones du cerveau où on peut refaire quelques neurones. Alors, c'est valable dans le lobe temporal interne, à l'intérieur. Donc là, on ne le voit pas, c'est une vue de profil, de côté. Mais à l'intérieur de ce lobe temporal, dans des zones qu'on appelle l'hippocampe, qui sont des zones de la mémoire, par exemple, où on va pouvoir refaire quelques neurones. Mais enfin, en gros, il ne faut pas trop compter dessus. Il y a peu de cellules souches actives dans le cerveau, contrairement à d'autres organes comme l'intestin, où en quelques jours, 7 jours par exemple, on a refait l'intégralité de toute la muqueuse intestinale grâce aux cellules souches. Hein. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà, donc ici, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, on est sur des cellules qui sont très, très hautement spécialisées. Et donc, du coup, en général, plus une cellule est spécialisée, moins elle se multiplie. Alors, il y a d'autres règles hein, qui jouent. Donc voilà, là, je fais une grande croix pour marquer le caractère définitif de cette destruction du neurone. Donc, pour résumer, au niveau de la neurodégénérescence, hein, donc j'ai bien 3 stades. On pourrait dire qu'un fonctionnement normal, c'est un stade 0, mais en fait, on n'en parle pas parce que, pour le coup, on n'a pas enclenché de neurodégénérescence. Puis, l'on passe au stade 1 et 2, qui sont 2 stades réversibles, très importants, avant de passer au stade 3, qui est le stade de destruction du neurone, qui lui est irréversible.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout le challenge. Donc stade 3, hop, je le barre, hein, le stade 3, c'est ce qu'on veut éviter, et ça provoque du coup une atrophie, une diminution de l'épaisseur du cortex cérébral notamment. Et lorsqu'on fait une IRM, eh bien, on voit que le cerveau est plus petit, je vais le faire en pointillé ici, on voit que le cerveau s'est rétréci et que les zones d'espace entre les différents lobes s'écartent, hein, puisque le cerveau s'atrophie. Après, ça s'atrophie rarement de façon harmonieuse comme je le fais, ça peut être soit le lobe frontal qui va s'atrophier très très fort, ou une partie plus pariétale ou temporale, etc. Voilà. Et donc ça, on est vraiment dans du stade 3 en ce qui concerne l'atrophie. Donc cette atrophie, elle est visible sur une IRM. Je dessine le cerveau qui reste, qui est petit, voilà, qui serait le cerveau atrophié, par exemple. Voilà. C'est ce que l'on verrait sur une IRM. Bon, bien sûr, là j'exagère hein, pour que ce soit compréhensible. Tout l'enjeu des stades 1 et 2, c'est leur réversibilité. Ça, c'est très important. Du stade 2, on peut repasser en stade 1, et du stade 1, on peut passer en stade 0. Voilà. Ça, c'est très important. C'est tout l'enjeu de la prise en charge neurométabolique qui consiste donc à renverser cette neurodégénérescence. Et on voit que dans les stades initiaux, stade 1 et 2 de neurodégénérescence, eh bien, on va pouvoir revenir du 2 à 1 et de 1 à 0. Et donc, en fait, on va pouvoir améliorer un certain nombre de choses, c'est-à-dire reprendre la construction de synapses ici, qui était détruite en vert, pour permettre aux neurones de à nouveau communiquer avec ses voisins et donc de fonctionner en réseau, puisque ça fonctionne en réseau. Mais aussi, stade 1, donc, reprendre l'activité métabolique grâce à un bon carburant, qui va permettre derrière de repartir correctement et donc d'avoir à nouveau une bonne activité. L'aspect neurotoxique, neurotrophique, carburant, il est important, autant dans le stade 1 et 2, on peut estimer que le stade 2, c'est un stade 1 qui a traîné un peu trop longtemps, et de la même façon qu'un stade 3, c'est un 2 qui a traîné trop longtemps également. Voilà, donc l'enjeu, c'est vraiment de renverser tout ça, c'est essentiel, et donc c'est ce qui fait cette différence aussi importante entre les stades 1-2 d'un côté et le stade 3 définitif, lui, hein, qui, alors là, pour le coup, là ça ne marche plus. Voilà, et donc, dans différentes zones du cerveau, j'ai en réalité différents stades. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'atrophie qu'il n'y a que du stade 3, pas du tout. C'est-à-dire que dans certaines zones, même atrophiées, j'ai quand même du stade 2, hein. Je peux en avoir même 2 partout éventuellement, plus dans certaines zones, ça dépend. Et je peux avoir du stade 1 dans un certain nombre de zones, par exemple ici, ici, voilà. Et donc en fait, j'ai toujours une coexistence d'un stade 0 en noir, d'un stade 1 en bleu, d'un stade 2 en vert et d'un stade 3 en rouge. Et donc l'atrophie, plus je vois d'atrophie, plus j'ai de stade 3. Mais comme il coexiste avec du 2 et du 1, eh bien, il y a toujours quelque chose à faire, puisque en renversant le 2 vers le 1 et le 1 vers le 0, eh bien, on reprend une activité normale. Et il faut bien comprendre que les symptômes apparaissent dès le stade 1. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le neurone ne peut plus fonctionner normalement, il ne transmet plus de signal au voisin. Donc, du coup, les symptômes apparaissent, puisqu'il ne donne plus les ordres. Donc, du coup, les symptômes apparaissent. Si c'est l'ordre de mémoriser, ben, j'ai des troubles de mémoire. Si c'est un ordre de se concentrer, un ordre attentionnel, j'ai des troubles de la mémoire immédiate et souvent donc de l'attention, de la concentration. J'ai des troubles aussi pour planifier des choses. Voilà, donc ça c'est très important de comprendre que les symptômes ne sont pas liés au degré de sévérité de cette neurodégénérescence, ils ne sont pas liés au stade. Les symptômes, ils sont provoqués dès le stade 1. Donc stade 1, j'ai déjà les symptômes qui sont les mêmes en stade 2, qui sont les mêmes en stade 3, puisque c'est le même chemin qui ne fonctionne plus. Donc c'est la même fonction cérébrale, cognitive, émotionnelle, ce que l'on veut, qui ne fonctionne plus. Voilà. Et donc ça c'est très important de comprendre que les premiers symptômes, eh bien sûr, il y aura beaucoup de stade 1, un peu de 2 et peu ou pas de 3. Et inversement, plus j'attends, plus j'aurai de 3, mais les symptômes auront progressé. Ce n'est pas à cause du 3, c'est parce que le processus 1, 2, 3 de neurodégénérescence se sera installé dans beaucoup plus de zones du cerveau. Et donc, j'ai beaucoup plus de fonctions qui seront touchées, mais ça n'a pas à voir avec le 1, 2, 3. Ce n'est pas parce que j'ai des symptômes légers que je suis en 1, modéré en 2 et sévère en 3. Absolument pas, ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Et donc, la sévérité des symptômes donne une idée de l'étendue des zones touchées par les stades 1, 2, 3, tout simplement. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair. C'est donc ces 3 stades 1, 2, 3 de neurodégénérescence et donc avec les implications heureuses que cela implique en termes d'amélioration des symptômes. Là, on comprend bien que plus on prend tôt les choses, moins on est en stade 3, et plus on va pouvoir renverser les problèmes, les dysfonctionnements des cellules nerveuses, et donc plus on va pouvoir renverser, inverser, réverser, tout ça,
synonyme, hein, les symptômes et revenir à un état de fonctionnement cérébral normal. Et selon la cause de la neurodégénérescence, si c'était un excès de facteurs neurotoxiques, eh bien si on arrive donc à faire attention à cet excès de neurotoxiques, qu'on arrive à renverser ça, eh bien on va pouvoir revenir en arrière. Voilà. Donc ça c'est très important, on va pouvoir revenir finalement en stade 0. Voilà. S'il manquait des neurotrophiques, certaines hormones comme par exemple la testostérone, l'estradiol, la progestérone, les hormones thyroïdiennes, mais ça peut être aussi pregnénolone, DHEA, bref, les neurostéroïdes. Stéroïdes, c'est tout ce qui fait partie du cholestérol. Hein. Donc ces fameuses hormones faites à partir du cholestérol, si on arrive à nouveau à les augmenter, eh bien, on va pouvoir revenir en arrière, hein, donc en jouant sur ces facteurs neurotrophiques, très importants, en essayant de limiter, enlever ces facteurs neurotoxiques, excès d'insuline, excès de glucose, donc régime riche en hydrates de carbone, régime actuel à la mode. Donc si on arrive à diminuer ces neurotoxiques, ça peut être aussi dans des cas plus rares des métaux lourds, ça peut être certaines formes oxydées d'huile végétale, etc. Et puis enfin, le bon choix du carburant, hein, en reprivilégiant vraiment des cétones et beaucoup moins le glucose, eh bien on va pouvoir renverser les stades 2 et les stades 1 pour pouvoir retrouver un fonctionnement neurologique normal. Pour récapituler ces 3 stades, on peut prendre un exemple, une métaphore, celle de la montgolfière. J'aime bien faire cela. Imaginons que notre cerveau, c'est comme une montgolfière, et cette montgolfière, admettons qu'elle n'ait pas le droit de perdre de l'altitude, or elle perd de l'altitude. Et donc on est dans une zone dangereuse, eh bien il n'y a pas 36 solutions. Les causes d'abord peuvent être une attaque, on va dire, de la toile du ballon. Et donc, il y a une espèce de porosité, et donc l'air chaud va s'évaporer, enfin va partir de ce ballon, et donc, hop, on va perdre en altitude. Donc ça, c'est des toxiques, c'est ce qu'on appelle les neurotoxiques. Et donc ça peut être une inflammation qui peut s'apparenter à une rouille qui vient rouiller une voiture, hein. Ça peut être aussi des toxiques de l'environnement, des métaux lourds, ça peut être voilà, tout un tas de choses comme ça. Et ça peut être aussi certaines hormones lorsqu'elles sont à un taux très élevé, ce qui en général est presque jamais le cas, sauf aujourd'hui pour l'insuline, où c'est très souvent le cas. À tel point que certains chercheurs avaient voulu appeler la maladie d'Alzheimer le diabète de type 3, c'est-à-dire un diabète de type 2 cérébral, c'est-à-dire un diabète où il y a trop d'insuline en l'occurrence dans le cerveau. Après l'aspect neurotoxique, hein, donc les trous dans mon ballon, il y a ce qui va être plutôt de l'ordre de l'engrais, ce qui va catalyser la croissance, augmenter la croissance de mon cerveau. Alors, pour le cas de la montgolfière, c'est sûr que n'étant pas un organisme vivant, c'est plus complexe d'imaginer quelque chose qui va booster. Le boost faisant référence à un principe d'antifragilité dont on va reparler dans un instant. Donc, c'est un point un peu compliqué. On pourrait comparer ça toutefois à une espèce d'amélioration par la personne dans la nacelle qui serait un très bon bricoleur et capable de régulièrement améliorer le système de gaz pour que ça chauffe mieux, plus fort, que ça fonctionne mieux. Voilà, on pourrait voir ça, et donc dans ces choses boost, il y a des hormones notamment, hein, testostérone, estradiol, progestérone, d'où le problème après la ménopause, si les taux chutent trop, et c'est fréquent, pas toutes les femmes quand même, hein, mais la plupart, etc. Et puis, le troisième aspect, c'est le choix du carburant, qui pour le coup est assez facile à comprendre. Vous prenez un bon gaz qui va bien brûler, bien chauffer, avec un très bon rendement, eh bien, vous allez sans problème pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour faire fonctionner au maximum ce moteur de la montgolfière. Si en revanche vous avez un carburant de mauvaise qualité qui encrasse votre gicleur, votre moteur entre guillemets, eh bien, vous allez avoir du mal à produire ce que vous voulez en termes de rendement, vous n'allez pas être très efficace, et donc vous allez encrasser votre système moteur, votre système chaudière, et donc du coup, à un moment donné, ça ne va pas très bien marcher, et ce peut être un problème. Donc le choix du carburant est important. Le carburant, globalement, c'est cétones qui sont le carburant extraordinaire, qui booste versus le glucose, carburant que l'on croyait essentiel, principal, extraordinaire, qui est en fait le plus mauvais carburant que le cerveau puisse avoir, et ça se retrouve dans bien d'autres organes d'ailleurs. Pour terminer sur cette métaphore de la montgolfière, lorsque toutefois, quel qu'en soit le problème, que ce soit un problème de carburant, un problème de toxicité, enfin de destruction de la voilure, du tissu, de la toile, du ballon,
ou que ce soit un défaut d'engrais, eh bien, ce qui va se passer, c'est que cette montgolfière donc, perd de l'altitude, et à ce moment-là, à un moment donné, il y a une alerte qui est déclenchée, et un processus donc, de neurodégénérescence qui s'enclenche au stade 3, destruction définitive, que l'on peut ici imaginer comme étant le fait de jeter par-dessus bord les vivres, jeter des équipements pour alléger le poids de la nacelle, donc alléger ce fonctionnement cérébral. Et en fait, on va détruire d'abord les zones les moins indispensables à la survie biologique. Et les zones les moins indispensables à la survie biologique, c'est globalement celles qui ont été faites en dernier, c'est-à-dire le langage, la mémoire, la perception de l'espace en 3 dimensions, etc., voire la concentration dans certaines tâches précises avec une résistance à l'interférence, comme on dit. Voilà, ce sont ces choses-là qui vont être détruites en premier selon une séquence parfaitement établie. Et en revanche, des zones très postérieures dans le tronc cérébral qui s'occupent de réguler le cœur, la fréquence cardiaque par exemple, mais aussi la pression artérielle, qui s'occupent aussi de la respiration, des centres respiratoires, eh bien ces centres-là sont soit détruits en dernier, et encore, dans la quasi-totalité des maladies non infectieuses. Je parle bien des maladies dégénératives, selon donc un programme préétabli, Alzheimer, Parkinson, etc. Ces zones-là sont détruites en dernier ou jamais. Et globalement, c'est ce que l'on observe, c'est jamais. Encore une fois, c'est très différent s'il y a eu un infarctus cérébral, c'est-à-dire un AVC ischémique, où là, l'artère qui va être bouchée, ça peut être un peu aléatoire. Et dans ce cas-là, ces centres-là peuvent être touchés et entraîner des arrêts cardiaques d'origine neurologique très fréquents, ça ne redémarre pas. Au total, il y a donc 3 stades de neurodégénérescence, plus un stade 0 qui est un fonctionnement normal. Le 3e stade est le seul stade irréversible, mais les stades 1 et 2 sont réversibles. On peut passer de 2 en 1 et de 1 en 0, et c'est tout l'objectif pour permettre de retaper un peu cette montgolfière qui commençait à perdre de l'altitude et à commencer à jeter certaines choses par-dessus bord. Donc il faut agir très vite avant que ce soit trop tard pour justement, on va dire, sauver la situation. Et on le peut aujourd'hui sur un certain nombre d'années. Ça a été bien montré sur un certain nombre de patients pendant au moins 10-15 ans. Probablement bien davantage. Ça ne veut pas dire que la maladie est forcément disparue, mais ça veut dire que ces lésions et donc ces symptômes, eux, pour le coup, semblent avoir complètement disparu. On a plusieurs exemples, que ce soit dégénératifs ou plus inflammatoires comme la sclérose en plaques, où des gens, 15 ans plus tard, sont toujours en parfaite santé. Et pour des Alzheimer, des gens qui avaient une maladie d'Alzheimer, eh bien, ils avaient une baisse des performances cognitives, ils ont retrouvé leur performance d'avant, et c'est maintenu pendant 10-15 ans sans problème. Alors, c'est vrai que comme cette théorie a à peu près une quinzaine d'années, guère plus, c'est difficile de savoir si 20 ans, 30 ans plus tard, c'est toujours le cas. Mais enfin, si déjà on arrive à renverser les symptômes plus, donc le handicap, plus à maintenir cet état de normalité pendant 15 ans pour un certain nombre de personnes prises à temps et pour qui la maladie a peut-être certaines caractéristiques difficiles à connaître aujourd'hui et qui sont très motivées parce que c'est extrêmement lourd pour faire ce programme militaire que je propose, eh bien, c'est tout l'objectif. Eh bien, écoute, c'est déjà pas mal et je pense que c'est plus que ça encore.